L'affaire COVID-19. La pandémie de COVID-19 semble terminée même si l'Organisation mondiale de la santé continue à crier au loup. Le monde sort du grand confinement. L'affaire COVID-19 pourrait marquer un tournant de l'histoire au même titre que les attentats du 11 septembre 2001. Et les deux événements soulèvent la même question. Le monde était-il en présence d'une menace réelle ou d'un montage politico-médiatique? C'est la modélisation épidémiologique de Neil Ferguson de l'Imperial College de Londres qui a convaincu le gouvernement d'imposer le grand confinement, mais la catastrophe annoncée ne s'est pas produite. En date du 11 juin 2020, la COVID-19 aurait causé environ 400 000 décès dans le monde, 8 000 au Canada et 5 000 au Québec. La grippe saisonnière cause à chaque année entre 300 000 et 650 000 morts sans que personne ne s'en alarme. La grippe asiatique de 1957 et la grippe de Hong Kong de 1969 avaient fait entre 1 et 4 millions de morts. La grippe espagnole de 1919 aurait tué de 20 à 100 millions de personnes. En comparaison, la COVID-19 n'était pas si terrible. Neil Ferguson prédisait des millions de morts. Nous sommes loin du compte. Ferguson est surnommé le maître du désastre par ses collègues. En 2005, il avait prédit 150 millions de morts pour la grippe aviaire. Il y en a eu 282. En 2009, il avait annoncé que 65 000 Britanniques risquaient de mourir de la grippe porcine. Au final, il y a eu 547 morts. Pourquoi s'est-il trompé à ce point? Il faut comprendre qu'une modélisation épidémiologique, c'est une hypothèse mathématique, une probabilité que les choses se passent de telle manière si l'on réunit telle et telle condition. Ferguson a tout simplement calculé ce qui risquait d'arriver dans les pires conditions. Mais en réalité, il y avait très peu de chances que toutes ces conditions défavorables soient réunies. Les États occidentaux ont réagi en fonction du scénario du pire, alors que les données de la grippe de Wuhan indiquaient déjà que la COVID-19 n'était pas si menaçante. Après avoir imposé le confinement, Ferguson ne l'a pas respecté lui-même. Il a illégalement rendu visite à sa copine. Il ne devait pas y croire beaucoup. Le scandale l'a forcé à démissionner de son poste de conseiller scientifique du gouvernement britannique. L'épidémiologiste suédois Johan Giesecke, enseignant directeur du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, est très critique des modélisations Ferguson. Elles reposent, dit-il, sur d'étranges formules mathématiques et sur des hypothèses arbitraires, déconnectées de la réalité. Ferguson aurait dû préciser que son scénario apocalyptique avait une chance sur 100 ou sur 1000 de se réaliser. Boris Johnson n'aurait peut-être pas substitué brusquement la politique d'immunisation communautaire qu'il avait adoptée dans un premier temps par une politique de confinement généralisé. Jean-Dominique Michel n'a pas beaucoup d'estime pour les modélisateurs fous qui sont rivés à leur ordinateur et qui n'ont aucune idée du déroulement réel d'une épidémie. Leurs projections délirantes, dit-il, causent beaucoup de dommages. Dans son remarquable ouvrage sur la crise sanitaire que nous venons de vivre, il raconte une histoire drôle. Un homme assis dans sa voiture stationnée ne cessait pas de klaxonner. « Pourquoi faites-vous cela? »« C'est pour éloigner les tigres. »« Mais il n'y a pas de tigres. Vous voyez bien que ma politique fonctionne. » C'est comme le succès de la politique du grand confinement. Les médias ont créé une panique collective en présentant des statistiques biaisées dans un domaine jusqu'alors inconnu du grand public. Au début, l'Organisation mondiale de la santé affirmait que le taux de mortalité du nouveau coronavirus était de 3%, par opposition à 0,1% pour l'influenza. La COVID-19 aurait donc été 30 fois plus mortelle que la grippe ordinaire. Il y avait de quoi s'inquiéter. Mais les chiffres officiels de l'OMS ont ensuite fondu comme neige au soleil, de 3% le 27 janvier à 0,4% le 20 mai. Le décompte final donnera probablement un pourcentage encore plus réduit, autour de 0,1%, soit le taux normal de la grippe saisonnière. Pour en arriver à des chiffres aussi alarmants, on gonflait d'un côté le nombre de décès attribués à la COVID-19 et on diminuait de l'autre le nombre de personnes infectées. En fait, les statistiques ne tenaient compte que des cas graves qui se présentaient dans les hôpitaux ou les cliniques. Près de 90% des victimes étaient des personnes âgées de plus de 70 ans
qui souffraient déjà d'une ou plusieurs maladies potentiellement mortelles, Alzheimer, cancer, diabète, hypertension, etc. Ils étaient en fin de vie. Dans ces conditions, on attrape tous les virus qui passent. Mais ce n'est pas nécessairement le virus qui nous fait mourir. Il peut éventuellement nous achever, mais il n'est pas la cause première du décès. La COVID-19 a généralement le même effet que l'influenza. Elle réduit l'espérance de vie de quelques semaines. Neil Ferguson a lui-même admis devant une commission parlementaire que les 2 tiers des victimes de la COVID seraient de toute manière décédées dans l'année courante, même en l'absence de pandémie. Il faut faire une distinction entre ceux qui meurent du coronavirus et ceux qui meurent avec le coronavirus. En Italie, seulement 12% des décès attribués au coronavirus étaient dus exclusivement au coronavirus. Dans 88% des cas, la mort découlait d'une autre cause. Les médias ont apeuré le monde entier avec l'exemple italien, mais la COVID-19 frappait un endroit bien précis du nord de l'Italie, la ville de Bergame, en Lombardie. Une grande partie de la population âgée de cette ville avait des problèmes pulmonaires à cause des usines de produits d'amiante qui s'y trouvaient avant 1995. Le cas italien ne risquait pas de s'étendre à toute l'Europe. La population n'avait généralement rien à craindre de la COVID-19. Dans 99% des cas, elle passait comme une simple grippe. Bien sûr, il y avait quelques cas extrêmes qui nécessitaient une hospitalisation. Des personnes jeunes et en bonne santé pouvaient parfois être durement atteintes. Les médias ont monté ces exceptions en épingle pour apeurer la population. Mais les hôpitaux en ont vu d'autres et ils n'ont jamais été débordés malgré les projections alarmistes. Les urgences étaient plutôt vides durant la crise. Les gens préféraient ne pas s'y rendre par crainte d'attraper la COVID. Cette panique injustifiée, mais alimentée par l'État, a probablement causé des morts. Plusieurs personnes âgées sont mortes dans les CHSLD à cause du manque de personnel. Les employés ne voulaient plus rentrer au travail par peur d'attraper la COVID. Ces malheureux n'ont pas été victimes de la pandémie, ils ont été victimes des médias. Les autorités sanitaires ont volontairement sous-estimé le nombre de personnes infectées par le virus. On prétendait ne pas pouvoir tester tout le monde. On ne testait que ceux qui présentaient des symptômes. Autrement dit, on ne testait que les cas graves. Pourquoi y avait-il une pénurie de tests? La méthode de détection du coronavirus est banale et peu coûteuse. Les gouvernements qui pouvaient sortir des centaines de milliards de dollars pour soutenir une économie qu'ils avaient eux-mêmes ruinée par le confinement, ne pouvaient-ils pas commander un grand nombre de tests? Plusieurs entreprises étaient capables de les produire au Québec comme ailleurs. La Corée du Sud et l'Islande l'ont fait sans problème. Mais dans plusieurs pays, dont le Canada, on semble avoir mis des bâtons dans les roues des laboratoires qui pouvaient les produire. La fiabilité des tests était également douteuse. Les dépistages massifs réalisés en Corée du Sud et en Islande ont montré que plus de 10% de la population avait attrapé la COVID, ce qui ramenait le taux de létalité au niveau d'une grippe ordinaire. Le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a fini par admettre que de 5 à 10% des Québécois avaient probablement attrapé le virus, ce qui donnait un taux de mortalité entre 0,3% et 0,15%, comme la grippe saisonnière. De plus, le Dr Arruda a avoué que l'on comptait très généreusement les victimes à la demande de l'OMS. Il a déclaré en conférence de presse: « Disons qu'on aurait 2 personnes dans la même maison, un CHSLD, il y en a un qui fait la maladie du COVID-19, l'autre décède de la maladie, mais on n'a pas de test. Bien, on va le considérer comme étant un cas de COVID-19 parce que c'est un contact que l'on appelle un lien épidémiologique. C'est la probabilité que la deuxième personne soit décédée de la COVID-19, même si on n'a pas vérifié avec un test de laboratoire. » Autrement dit, s'il y a un cas de COVID-19 dans un CHSLD, on présume que tous ceux qui sont morts dans ce CHSLD sont morts de la COVID-19. Quoi de mieux pour gonfler les chiffres? Le Québec, qui compte pour 22% de la population canadienne, a enregistré 62% des victimes de la COVID-19 au Canada. Comment expliquer ce fait autrement que par l'imprécision des statistiques? Pour bien mesurer l'effet de la pandémie, il faudra comparer le nombre de décès survenus au cours de toute l'année 2020 avec celui des années précédentes. C'est ce qu'on appelle le taux de surmortalité. Il ne sera sans doute pas plus élevé que celui des années de mauvaise grippe.
Le docteur Arruda a dit que le nombre de décès survenus au Québec durant les mois de mars et avril 2020 était similaire à ceux des années précédentes. Au mois de janvier 2015, l'influenza avait causé 6 900 décès au Québec. C'était certes une année record car le vaccin saisonnier avait été inefficace. La COVID-19 aurait fait environ 5 000 victimes en 3 mois. Mais en 2015, personne n'avait songé à mettre le Québec à pause, pour reprendre l'expression du premier ministre François Legault. Deux stratégies s'offrent pour combattre une pandémie, soit l'immunisation collective, soit la quarantaine et ou le confinement. Le principe de l'immunisation collective, c'est qu'on laisse circuler le virus. Un grand nombre de citoyens vont l'attraper, mais ils développeront des anticorps. Le virus peut muter et revenir la nuit suivante, comme pour l'influenza, mais la population sera de plus en plus protégée contre cette famille de virus. On vivra avec sans problème, comme pour la grippe hivernale. C'est l'option qui a été prise par la Suède et quelques autres pays. Évidemment, certaines personnes fragiles risquent d'en mourir, mais de nos jours, la médecine réduit considérablement les pertes. On peut sauver presque tous les enfants. Quant aux personnes âgées, soyons clairs. Lorsqu'un patient de CHSLD meurt de pneumonie, c'est souvent parce qu'on a renoncé à lui prescrire des antibiotiques. C'est une forme d'euthanasie passive. Combien de victimes de la COVID-19 a-t-on laissé mourir sans soins médicaux appropriés dans les CHSLD québécois durant la pandémie? La stratégie de l'immunisation collective est appropriée pour combattre une maladie relativement bénigne. Elle serait suicidaire pour une maladie redoutable comme l'Ebola par exemple. Mais la COVID-19 n'était pas si redoutable. Nous le savons maintenant et plusieurs chercheurs l'avaient affirmé dès le début de la crise. Le taux d'immunisation requis pour empêcher une épidémie est variable. On parle de 50% pour la grippe, 70% pour la COVID et 95% pour la rougeole. Mais l'Institut Pasteur souligne qu'il pourrait être plus bas pour la COVID-19 parce que les enfants de moins de 12 ans sont déjà immunisés, probablement à cause des croisements protecteurs avec d'autres coronavirus. Ce dernier point est capital. Bien que la COVID-19 soit un nouveau virus, la population possédait peut-être déjà une bonne dose d'immunité naturelle. C'est pourquoi la pandémie a fait moins de ravages que prévu. La modélisation de Neil Ferguson partait de l'hypothèse que la population n'avait aucune immunité. Le docteur Didier Raoult a avancé l'idée que les enfants transmettaient aux adultes des anticorps pour combattre la COVID-19. D'après lui, de 40% à 70% des Français étaient immunisés naturellement avant le début de la pandémie. L'autre stratégie, c'est la quarantaine ou le confinement. Elle vise à ralentir la progression de la maladie en limitant les contacts sociaux. Elle ne l'arrête pas, elle ne fait que la ralentir. La pandémie ne cessera que le jour où une proportion suffisante de la population aura été immunisée, soit de manière naturelle par l'immunisation collective ou de manière artificielle par la vaccination. Le confinement ne vise pas à réduire le nombre de personnes infectées, mais plutôt à les étaler dans le temps pour que les hôpitaux ne soient pas surchargés de cas graves. Cependant, il faut faire une distinction entre la quarantaine, le confinement sélectif et le confinement généralisé. La quarantaine vise à dépister et à isoler les personnes malades et leurs proches. Elle s'applique à une région bien précise. C'est ce que les Chinois ont fait dans la ville de Wuhan. Le confinement sélectif vise à protéger des personnes non malades, mais à risque, comme les personnes âgées ou atteintes d'une pathologie grave. Le confinement généralisé s'applique à toute la population, même en bonne santé. Il bloque le fonctionnement de toute la société avec des conséquences économiques désastreuses. Le terme anglais est très évocateur, lockdown. La plupart des pays occidentaux ont opté pour le confinement. Au début de la crise, l'Angleterre misait sur l'immunisation collective, mais le rapport Ferguson a convaincu Boris Johnson de se rallier au lockdown. Pourtant, l'OMS affirme qu'elle n'a jamais recommandé le confinement. Elle a même louangé la politique de non-confinement de la Suède. Avant la crise de la COVID-19, aucun manuel d'épidémiologie ne présentait le confinement généralisé comme un moyen de combattre une pandémie. Le terme n'existait même pas. On parlait de distanciation sociale, mais pas de lockdown.
Voici ce qu'on écrivait à ce sujet en 2011. En dépit de l'importance accordée aux mesures de distanciation sociale dans le cadre des plans de lutte contre les pandémies de grippe, on ne possède que peu de preuves de l'efficacité de ces interventions. Les fermetures d'établissements scolaires proactives, c'est-à-dire avant qu'un foyer d'infection n'éclate dans l'école, et de grande envergure, ne sont sans doute pas une mesure de prévention efficace lors d'une pandémie de grippe. Les restrictions rigoureuses applicables aux déplacements et le contrôle strict aux frontières peuvent retarder brièvement le déclenchement d'une pandémie imminente. Il n'existe pas de données récentes concernant l'efficacité de l'interdiction des rassemblements de masse. L'idée du confinement ne se trouvait donc ni dans les manuels d'épidémiologie, ni dans les plans d'urgence des services de santé publique, ni dans les recommandations de l'OMS. Elle semble avoir été sortie du chapeau à l'occasion de la crise actuelle. D'où est-elle venue? Qui a lancé le mot d'ordre qui a été si docilement suivi par les marionnettes qui nous dirigent? Le confinement a été condamné par plusieurs scientifiques à travers le monde. John Ioannidis de l'Université de Stanford en Californie, Michael Levitt, le prix Nobel de chimie 2013, Johan Giesecke de l'Institut Karolinska en Suède, Knut Witowski de l'Université Rockefeller à New York, Jean-François Toussaint de l'Université Paris-Descartes et Roland Salmon, l'ancien directeur de la santé publique du Pays de Galles au Royaume-Uni. Combattre une pandémie par le confinement, c'est comme vouloir se protéger contre les moustiques avec un grillage en bois. Il y aura toujours assez de circulation humaine pour que les virus puissent se répandre. Au Moyen Âge, très peu de gens se déplaçaient, mais il a suffi de quelques marchands pour que la peste noire passe de l'Asie à l'Europe. La COVID-19 avait probablement atteint l'Occident dès le mois de novembre 2019. Il était trop tard pour recourir au confinement, même en supposant qu'il aurait pu avoir une quelconque utilité. L'idée de la quarantaine est apparue au Moyen Âge. De nos jours, plusieurs experts doutent de son efficacité. Le professeur Patrick Zilberman, de l'École des hautes études en santé publique en France, pense que la quarantaine ne peut que ralentir brièvement l'expansion d'une épidémie. C'est une mesure politique plutôt que sanitaire. Elle peut rassurer la population, mais elle relève quasiment de la pensée magique. Pour mesurer l'efficacité du confinement, il faut bien sûr comparer un pays qui l'a mis en place avec un autre qui ne l'a pas fait. La Suède, les Pays-Bas, le Danemark, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, Hong Kong, Singapour et le Brésil n'ont pas confiné leur population et ils n'ont pas connu d'hécatombe malgré ce que les médias ont essayé de nous faire croire. Le Brésil a été particulièrement pointé du doigt par les médias politiquement corrects à cause de son méchant président populiste, Jair Bolsonaro. C'était plus gênant d'attaquer la Suède social-démocrate, mais les journalistes ne s'en sont pas privés, allant même jusqu'à percevoir une montée du nationalisme derrière la décision du gouvernement suédois. Le directeur de la santé publique de la Suède, Anders Tegnell, est devenu une sorte de héros national, car il donnait l'impression de tenir tête à l'Europe et au monde entier. Cependant, il ne faut pas comparer le nombre de décès d'un pays à l'autre comme nous avons tendance à le faire. Ces chiffres dépendent de trop de facteurs: pyramide d'âge de la population, qualité des services médicaux, taux d'urbanisation, niveau de pollution et, surtout, la manière dont on comptabilise les victimes de la COVID-19. Le vrai critère, c'est la courbe de progression de l'épidémie, ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus, le fameux pic de la courbe qu'il fallait aplatir. Si l'on compare les pays qui ont confiné avec ceux qui ne l'ont pas fait, on constate que le pic de la pandémie arrive à peu près au même moment. L'objectif officiel du confinement, qui était d'étaler la progression de la pandémie, n'a donc pas été atteint. La directrice de l'Institut norvégien de santé publique, Camilla Stoltenberg, reconnaît maintenant que le confinement n'était pas nécessaire. La courbe avait commencé à diminuer dès le début mars, quelques jours avant le confinement, et pour des raisons strictement naturelles. Des voix dissidentes se font également entendre au Québec. L'Institut économique de Montréal a remis en question le bien-fondé du confinement en soulignant le gigantesque écart entre les projections de Neil Ferguson et la réalité de la pandémie. Le Canada devait compter 326 000 morts.
il en compte environ 8000. Et ce n'est pas à cause du confinement, puisque le Japon, qui n'a pas confiné, devait enregistrer, selon Ferguson, 1,4 million de décès. Il en dénombre 931 au 17 juin 2020. Lorsqu'il fut interrogé au sujet de cette étude, François Legault a répondu « Je suis en désaccord avec l'idée que le confinement était une réaction excessive. Je pense qu'il est important qu'on mette toutes les chances de notre côté pour ne pas trop propager le virus, et la meilleure façon était de fermer les entreprises. Je pense qu'il s'agissait de la bonne décision. » Et oui, il fallait klaxonner pour éloigner les tigres. On dira sans doute que les gouvernements ne pouvaient pas savoir à l'avance que la pandémie serait finalement bénigne. Ils ont eu raison de s'attendre au pire et de prendre des mesures drastiques. C'est le principe de précaution. Mais le principe de précaution, ce n'est pas la simple prudence. C'est un concept qui a été défini par l'ONU lors de la conférence de Rio sur le réchauffement climatique en 1992. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. C'est en vertu du principe de précaution que les États ont dépensé des milliards pour lutter contre la prétendue menace du réchauffement climatique. Cette menace avait beau ne pas être prouvée scientifiquement, on dépensait malgré tout. Le principe de précaution n'a rien à voir avec le principe de prudence. C'est plutôt le contraire. C'est de bouger le plus vite possible pour se protéger contre une menace hypothétique et à n'importe quel prix. En bon français, c'est une réaction de panique. Dans l'affaire COVID-19, les gouvernements ont suivi le principe de précaution onusien. Nos dirigeants ont été bien dressés par le mondialisme. Ils ont imposé le grand confinement à toute vitesse sur la base du seul rapport Ferguson, un rapport interne qui n'avait même pas été vérifié par les pairs. Le grand confinement va nous coûter beaucoup plus cher que la lutte contre le réchauffement climatique. Le Canada s'est endetté de plusieurs centaines de milliards de dollars. Aux États-Unis, on parle de plusieurs milliers de milliards de dollars. Le capitaine Haddock en perdrait lui-même son latin. Les antécédents de Neil Ferguson auraient dû inciter les gouvernements à la prudence. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs experts doutaient de la dangerosité de la COVID-19 dès le début de la crise. Personne ne les a écoutés. L'histoire du Diamond Princess prouvait que la COVID-19 n'était pas si dangereuse. Un cas s'était déclaré à bord de ce navire de croisière qui a été mis en quarantaine par le Japon du 1er février au 22 mars 2020. Les médias ont suivi l'événement de près. L'épidémie s'est évidemment propagée, mais pas d'une manière aussi virulente qu'on aurait pu le croire. Sur les 3711 passagers et membres d'équipage, on a compté 712 contaminations, soit 19,1%, et 7 décès, soit 1% des personnes malades et 0,002% des personnes qui étaient à bord. Ce navire en quarantaine constituait pourtant un foyer d'épidémie maximale, avec une population plutôt âgée. On se serait attendu à une hécatombe, mais ce ne fut pas le cas. Notons que 81% des personnes embarquées n'ont pas attrapé la maladie, comme s'ils étaient immunisés. Le 12 mars 2020, Jean-Dominique Michel, un expert suisse des politiques de santé publique, lançait un appel au calme quelques jours avant que la plupart des États ne décrètent le grand confinement. Il faut en citer quelques extraits. L'épidémie est en train de générer un phénomène de panique planétaire, mais les données dont nous disposons aujourd'hui, avec quelques semaines de recul, sont dans l'ensemble plutôt rassurantes. Les toutes dernières mesures prises, la fermeture des écoles en particulier, le sont sans que l'on sache si elles sont nécessaires ou inutiles. L'avenir nous dira ce qu'il en est d'une éventuelle contagiosité des enfants qui ne tombent eux-mêmes pas malades du coronavirus. L'épidémie en cours ne présente pas de danger pour l'immense majorité des gens. La philosophie de l'OMS est de paniquer diligemment face à tout nouveau danger épidémique. Il importe de rappeler que 98% des personnes qui ont contracté le virus en guérissent et, sauf facteurs de risque comme le grand âge et ou une pathologie grave, l'infection est habituellement banale et ne présente pas de danger particulier. Sa mortalité n'est pas plus élevée que celle d'autres coronavirus.
bien qu'elle s'avère dangereuse pour des groupes à risque avec le besoin de soins intensifs dans des cas critiques. Le taux de mortalité est fortement surévalué. Pour une raison très simple, nous sommes incapables de quantifier à ce stade le nombre de personnes infectées mais non dépistées. Le taux de mortalité est donc établi selon le ratio entre le nombre de cas déclarés et le nombre de personnes décédées, ce qui crée une évidente distorsion à la hausse. Le taux originellement indiqué par l'OMS est en cours de révision et à la baisse. Le virologue Christian Drosten, référence en Allemagne, l'évalue dans une fourchette allant de 0,3% à 0,7%. Selon les données suisses, on est actuellement à 0,6% au lieu des 2 à 3,5% attendus, ce qui nous remet dans les statistiques de létalité habituelles des coronavirus courants. Le prisme déformant des médias génère une transe collective. Le décompte en direct du nombre de cas et de morts fait ressentir que la progression du danger est terrible, alors qu'une telle multiplication est propre à toutes les épidémies. Le même traitement dramaturgique appliqué à n'importe quelle autre infection respiratoire virale produirait la même perception de catastrophe. Imaginez, la grippe saisonnière tue entre 10 000 et 60 000 personnes en France chaque année dans l'indifférence générale. Un décompte live de l'extension géographique du virus et du nombre de morts serait tout aussi terrifiant. Voici comment on transforme des événements sanitaires banals en catastrophes apparentes. Les prédictions annoncées font froid dans le dos. Dans le pire des cas, si nous ne faisons rien, il pourrait y avoir jusqu'à 70 000 morts en Suisse, nous dit-on. Mais la probabilité que ces projections se confirment est toutefois proche de zéro. Elle repose sur une amplification à l'extrême des variables possibles selon le scénario du pire. Nous avons toutes les raisons d'espérer en l'immunité de groupe et l'effet d'atténuation. Lorsqu'une épidémie se répand, les personnes infectées, sans dommage pour l'immense majorité d'entre elles, développent une immunité qui, par effet de masse, devient un facteur de protection collective. Toute la logique vaccinale est basée sur ce principe. Ici, on évalue à 60% le seuil à partir duquel l'immunité de groupe mettra en échec la propagation du virus. C'est bien sûr beaucoup, mais certains de ces effets agiront avant cela. Soyons sérieux. Sortons de cette spirale insensée qui nous tient en haleine dans un état d'esprit apocalyptique. Il s'agit d'un virus dans l'ensemble plutôt banal, malgré des conséquences graves dans une petite proportion de cas. Ces caractéristiques ne laissent pas sérieusement penser à ce stade que nous soyons face à une catastrophe sanitaire. Une fois la psychose et l'épidémie contenues ou passées, il sera important de se poser quelques questions. En effet, il y a plusieurs questions à se poser, dont celle-ci. Nos dirigeants sont-ils stupides, corrompus ou les deux à la fois? Jean-Dominique Michel est un anthropologue de formation qui s'est spécialisé dans l'étude des systèmes de santé publique. Il possède évidemment les connaissances scientifiques requises pour comprendre la littérature médicale, puisqu'il passe sa vie à lire ce genre de texte. Sur la question de la COVID-19, il n'exprimait pas une opinion personnelle qui aurait été le fruit de ses propres recherches. Il s'appuyait sur des études publiées par d'autres scientifiques. Et il n'a eu aucune difficulté à les trouver, car il y avait dans tous les pays un grand nombre d'experts qui ne croyaient pas aux projections alarmistes de Neil Ferguson. Pourquoi n'ont-ils pas été entendus par les gouvernements, ni interrogés par les grands médias? Jean-Dominique Michel a fait une entrevue à Radio-Canada le 9 avril 2020, mais les questions de Stéphane Bureau n'ont porté que sur la controverse de la chloroquine et non pas sur sa vision de la crise sanitaire. Jean-Dominique Michel est un homme charmant, mais un peu naïf. Il a cru que les autorités publiques étaient mal informées. Il a fait son devoir de bon citoyen en allant exposer son analyse aux responsables de la santé publique de son pays à Genève. Ils l'ont écouté silencieusement, sans donner suite. Il n'aurait pas eu plus de succès s'il avait parlé à François Legault et à Horacio Arruda ou à quelque autre dirigeant de notre monde libre et démocratique. L'Occident avait choisi d'obéir aveuglément à l'OMS. Était-ce uniquement à cause du rapport Ferguson? C'est douteux. Le savant fou ne pouvait pas à lui seul avoir autant d'influence. Il n'était probablement qu'un instrument au service d'une puissante organisation capable d'orienter les décisions gouvernementales. Le souvenir de la grippe H1N1 aurait dû nous rendre corona-sceptiques dès le départ. Le 24 avril 2009,
l'OMS met le monde en garde contre un nouveau virus émergent, la grippe H1N1, qui avait fait quelques victimes au Mexique. Les médias préparent l'opinion publique en traitant régulièrement du sujet. Le 11 juin, l'OMS déclare un état d'alerte pandémique de niveau 6, le niveau le plus élevé. Le 17 juillet, l'OMS cesse curieusement de compter le nombre de victimes. Celui-ci n'était pas aussi élevé que prévu, car des antiviraux traditionnels s'avéraient efficaces comme contre la nouvelle maladie. En fait, le taux de létalité de la grippe H1N1 n'était pas plus élevé que celui de l'influenza. Néanmoins, l'état d'alerte reste en vigueur. Les pays occidentaux lancent une campagne de vaccination massive à l'automne. L'opération coûte 1 milliard au Canada et 1,5 milliard d'euros en France. La Pologne est le seul pays européen qui n'ait pas suivi cette politique de vaccination. Le gouvernement de Varsovie a fait confiance à ses propres experts plutôt qu'à ceux de l'OMS. Il ne l'a pas regretté. Il est maintenant reconnu que l'affaire de la grippe H1N1 était une arnaque. Une commission d'enquête du Parlement européen a conclu que l'OMS avait exagéré la menace sous la pression des laboratoires. Il y avait des liens avérés entre 6 experts de l'OMS et les compagnies pharmaceutiques. L'OMS avait même changé la définition de pandémie pour justifier l'état d'alerte 6. Jusqu'alors, le mot pandémie était employé pour désigner une maladie contagieuse répandue à travers le monde avec un taux de mortalité anormalement élevé. Maintenant, il suffisait que la maladie soit présente dans 2 des 6 régions mondiales de l'OMS et sans tenir compte du nombre de décès. Selon ces nouveaux critères, n'importe quelle grippe saisonnière pouvait être qualifiée de pandémie. Les directeurs de la santé publique du Canada et du Québec se félicitaient d'avoir fait vacciner 60% de la population. Mais lorsqu'on leur a demandé si la menace justifiait une mesure aussi coûteuse, ils ont répondu qu'il n'entrait pas dans leur mandat d'évaluer cette menace. Les gouvernements du Canada et du Québec ont suivi docilement les directives de l'OMS. La souveraineté nationale n'existe plus dans le domaine sanitaire. Dans Protégez-vous, la très officielle publication du ministère de la Consommation du Québec, le docteur Fernand Turcotte ne mâche pas ses mots. Il est clair, dit-il, qu'il n'y a pas eu de pandémie de grippe H1N1 et rien ne prouve que la campagne de vaccination y ait été pour quelque chose. Plusieurs experts remettaient en doute le discours alarmiste de l'OMS dès le printemps 2009. Mais il a suffi d'une demi-douzaine de scientifiques véreux pour créer une dérive mondiale. Selon le professeur de pharmacologie Pierre Biron, l'industrie s'infiltre de plus en plus dans la recherche médicale avec la bénédiction des gouvernements et des universités. L'institution médicale est éthiquement en faillite. Les vaccins et les médicaments destinés à combattre le virus H1N1 ont été mis en marché trop rapidement. Ils avaient des effets secondaires indésirables. Les conflits d'intérêts seraient encore une fois en cause. Et l'on parle maintenant d'une campagne mondiale de vaccination contre la COVID-19. La situation financière de l'industrie pharmaceutique n'est pas aussi florissante qu'on pourrait le penser. Les brevets d'invention de la plupart des médicaments courants sont expirés ou sur le point de l'être. Les entreprises cesseront bientôt d'engranger des profits pour des recherches qui ont été faites il y a plus de 50 ans. Les nouveaux médicaments ne sont pas plus efficaces que les anciens et ils sont plus coûteux. Big Pharma doit conquérir de nouveaux marchés. Les vaccins deviennent intéressants depuis qu'ils sont moins coûteux. La demande peut s'ouvrir de ce côté, même dans les pays pauvres. Mais on n'a besoin que d'un petit nombre de vaccins pour enrayer les maladies infantiles graves, qui sont d'ailleurs en voie de disparition. Et l'on ne se fait vacciner qu'une seule fois dans la vie pour ce genre de maladie. Le virus de la grippe est plus rentable car les vaccins doivent être renouvelés à chaque année. Mais il n'y a encore que les personnes âgées et ou gravement malades qui se font vacciner contre la grippe. La plupart des gens préfèrent endurer leur petite grippe hivernale. Big Pharma veut convaincre l'ensemble de la population de se faire vacciner constamment pour toutes sortes de maladies. Et ce serait plus facile si les gouvernements décrétaient des vaccinations obligatoires aux frais du contribuable. Certaines directions de santé publique songent à imposer jusqu'à 40 vaccins obligatoires, sans compter les vaccins annuels anti-grippaux. Quelle cagnotte pour Big Pharma!
On comprend le but des campagnes de terreur sanitaire. Les peuples vont préférer se voir imposer un vaccin annuel plutôt que de revivre le traumatisme du grand confinement. La crédibilité de l'OMS est fortement remise en question. Arte a réalisé en 2016 un documentaire au titre éloquent « L'OMS dans les griffes des lobbyistes ». La fondation Bill et Melinda Gates est le deuxième plus important bailleur de fonds de l'OMS, après les États-Unis et devant le Royaume-Uni. Le quatrième contributeur est Gavi, Global Alliance for Vaccine and Immunization, une autre fondation privée liée à l'industrie pharmaceutique. Une bonne partie du budget de l'OMS provient donc du secteur privé. Les conflits d'intérêts sont flagrants. Au début du 20e siècle, les fondations philanthropiques visaient à redorer l'image publique des chevaliers de l'industrie qui avaient bâti leur empire d'une manière pas toujours honnête. Elles sont ensuite devenues des abris fiscaux. Mais de nos jours, elles sont en pratique des entreprises à but lucratif. La Fondation Gates ne verse que 5% de son budget à des œuvres de charité. Le reste est géré par un trust qui investit dans des activités qui n'ont rien à voir avec la philanthropie. Armement, pétrole, nucléaire, fast-food et bien sûr les vaccins. Les dons aux universités visent également à orienter la recherche dans le sens des intérêts de l'industrie. Notons que l'université Johns Hopkins, qui fait le décompte quotidien des victimes de la COVID-19, reçoit 265 millions de dollars par année de la Fondation Gates. Le géant de l'informatique fait même des dons aux médias. Bill Gates prône une politique mondiale de vaccination obligatoire, mais ce n'est pas par altruisme. Il fait du philanthrocapitalisme, selon l'expression de Lionel Astruc. Il est persuadé que la technologie peut régler tous les problèmes de l'humanité. C'est un requin mégalomane. Il y a de bonnes raisons de penser que Bill Gates est à l'origine de l'affaire COVID-19. Les dénégations naïves des journalistes anticomplotistes suffiraient à nous le laisser croire. La Fondation Gates fait d'importants dons à l'Imperial College où travaille Neil Ferguson. Mais les objectifs de l'affaire COVID-19 ne sont peut-être pas exclusivement économiques. La menace sanitaire pourrait accélérer l'émergence d'un gouvernement mondial effectif. L'un des chantres du mondialisme, Jacques Attali, affirmait déjà en 2009 qu'une pandémie pourrait déclencher une peur structurante. Il faudrait, disait-il, mettre en place des mécanismes de prévention et de contrôle qui exigeraient une police mondiale, un stockage mondial et une fiscalité mondiale. La menace sanitaire, disait-il, serait plus efficace que les discours économiques ou écologiques pour justifier l'unification politique de la planète. Attali rappelait que c'est par l'hôpital que l'on avait érigé un véritable État en France au XVIIIe siècle. Une autre figure de proue du mondialisme, Henry Kissinger, abonde dans le même sens. Les États nationaux, dit-il, ne sont pas en mesure de combattre une pandémie mondiale. Il faut donc accentuer la collaboration internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a créé un fonds mondial de réponse à la crise de la COVID-19. Il réclame un budget de 2 500 milliards de dollars, soit 10% du produit intérieur brut mondial. La crise sanitaire a justifié des mesures de contrôle carrément totalitaires. Staline lui-même n'aurait jamais réussi à confiner toute sa population à résidence. Aucune dictature n'aurait pu interdire la célébration de toutes les messes dans le monde entier. Les cérémonies de la Semaine sainte ont été supprimées à Rome, alors qu'elles avaient été maintenues sous les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Les évêques québécois ont interdit les messes avant même que le gouvernement ne leur demande. L'Église catholique s'est fait l'écho du discours de l'OMS. La haute finance profitera largement de la COVID-19. Les gouvernements occidentaux avaient réussi à équilibrer leur budget depuis quelques décennies. Ils seront de nouveau endettés comme dans les années 1980, à l'époque où 35% du budget de l'État était consacré au service de la dette. La COVID a provoqué des spéculations boursières. Pourquoi n'a-t-on pas fermé la bourse à cause de la crise sanitaire? Qui a profité de ces spéculations? L'impact reste à analyser, mais on peut penser qu'elles vont encore favoriser la concentration monopolistique de l'économie. Les petits commerces étaient fermés, Walmart restait ouvert. Certains s'imaginent que la pandémie pourrait affaiblir le mondialisme
parce qu'elle force les États à fermer leurs frontières et à encourager l'achat chez nous, le fameux panier bleu de François Legault. J'ai peur qu'il ne se fasse des illusions. La plupart des gouvernements ont marché d'un même pas sous les ordres d'un pouvoir occulte. Le mondialisme peut ouvrir les frontières ou fermer les frontières. Big Brother peut nous obliger à croire que 2 plus 2 égale 5 ou que 2 plus 2 égale 4. Le totalitarisme ne se mesure pas aux idées qu'il impose, mais au degré d'obéissance de la société. Or, la COVID-19 aura montré que les États nationaux n'ont plus de véritable autonomie. La soumission de l'homme moderne à l'autorité et à la propagande est remarquable. Du jour au lendemain, les Québécois ont accepté patiemment de faire la file devant les magasins, comme au temps des régimes communistes. Durant toute la crise, les médias de notre société soi-disant libres et démocratiques se sont comportés comme des organes de propagande totalitaire. Aucune opinion dissidente n'avait droit de parole. Les journalistes justifiaient la censure au nom de la santé publique. Au temps de la guerre froide, les dictatures invoquaient la sécurité nationale. Cela revient au même. L'État se donne le droit moral de restreindre la liberté d'expression au nom de l'union sacrée contre l'ennemi invisible. La Ligue des droits et libertés du Québec a exprimé une curieuse réserve. Les gouvernements, disait-il, ont raison de prendre des mesures exceptionnelles en temps de pandémie, mais ils doivent s'assurer que celles-ci protègent également les citoyens marginalisés, les travailleurs à faible revenu, les personnes racisées, les réfugiés, les détenus, les itinérants, etc. Pas un mot sur la liberté d'expression des citoyens qui ne seraient pas d'accord avec le gouvernement. C'est un peu comme si la Ligue des droits et libertés avait dit, au temps du Chili de Pinochet, que la dictature militaire avait raison de combattre le communisme, mais qu'elle devait s'assurer de protéger le prolétariat autant que la bourgeoisie contre la subversion marxiste. On semblait parfois s'inquiéter des atteintes à nos libertés, mais de quelle liberté parlait-on? Essentiellement de nos pseudo-libertés de consommateurs, se déplacer, magasiner, voyager, aller au spectacle, faire la fête. Aucune mention de la liberté de penser par soi-même, ni du droit de critiquer les autorités publiques. Les grands médias ont accolé l'étiquette infamante de théorie du complot à toute opinion qui divergeait du discours officiel de l'État. L'OMS disqualifiait à l'avance ses détracteurs en disant que le monde était menacé par une pandémie de désinformation. Les régimes totalitaires ont toujours besoin de dénoncer une hideuse cinquième colonne. Ça permet d'unir le camp du bien contre le camp du mal. L'ennemi intérieur qui vous ment peut porter divers noms. Pour les fascistes, ce sont les judéo-bolcheviques. Pour les communistes, la réaction contre-révolutionnaire. Pour les macartistes, les activités anti-américaines. Et pour le nouvel ordre mondial, c'est la théorie du complot. Les décrypteurs de Radio-Canada se sont érigés en comité de censure pour discréditer les médias alternatifs qui doutaient de la dangerosité de la pandémie. J'ai regardé une vidéo qualifiée de trompeuse par les décrypteurs. Elle provenait, disait-il, d'un groupe géocentriste. Remarquez la méthode. On commence par dénigrer la personne avant de réfuter les arguments. Je n'ai pas vérifié si le site en question était géocentriste, car ce n'était pas la question. J'ai regardé la vidéo et j'ai constaté par moi-même que l'argumentation était solide. Les anticomplotistes vont généralement s'attaquer aux sites farfelus, mais ils n'oseront pas dénoncer les informations qui émanent des médias alternatifs sérieux. Les décrypteurs n'ont pas parlé, par exemple, des remarquables articles du président de Campagne Québec-Vie, Georges Buscemi. Les foudres des bien-pensants radio-canadiens se sont surtout abattus sur Alexis Cossette-Trudel. Son blog Radio-Québec a une large audience. Il devait donc en parler. Je ne connais pas beaucoup les idées de Cossette-Trudel. Je ne partage pas son admiration pour Donald Trump, mais dans le dossier COVID-19, il a fait un bon travail. Les décrypteurs se sont couverts de ridicule en essayant de le réfuter avec une argumentation longue et confuse. Les décrypteurs auraient mieux fait de s'intéresser à l'hôpital Elmhurst de New York. Le 25 mars 2020, une vidéo du New York Times a fait le tour du monde. On y voyait la docteure Colin Smith paniquer à cause du manque de respirateurs disponibles à l'urgence. À l'entendre, les malades de la COVID-19 risquaient de mourir comme des mouches. La jeune et jolie médecin parlait avec émotion, elle était sur le point de fondre en larmes. Les gens faisaient la file dans la rue pour subir le test de la COVID,
New York était au bord de l'hécatombe. Le directeur de la santé publique de New York avait fait installer dans le stationnement de l'hôpital une rangée de camions frigorifiques pour servir de morgue temporaire, comme il l'avait fait lors des attentats du World Trade Center en 2001. Notez l'association des deux événements. On a même photographié l'intérieur des camions morgues. Curieusement, la télévision n'a jamais interviewé les familles au sujet de la manière un peu désinvolte dont l'hôpital avait traité les corps des victimes de la COVID. Où étaient les images des enfants en pleurs? Où étaient les employés traumatisés par leur sinistre travail, digne d'Auschwitz? Où était le directeur de l'hôpital? Nulle part, car les housses contenaient probablement des mannequins. Après la diffusion de cette vidéo, le président Trump a changé son discours, lui qui était jusqu'alors plutôt corona-sceptique. Il a cessé de faire des blagues sur le virus. Il s'est dit estomaqué de voir aux États-Unis des images qui ressemblaient à ce que l'on voit dans les pays en guerre. Notons que le président ne paraît pas avoir communiqué avec le directeur de l'hôpital pour savoir ce qui en était réellement de ces camions morgues. Mais le directeur de l'hôpital a probablement appris l'existence des camions morgues par la télévision, comme tout le monde. Une enquête menée par des journalistes citoyens qui ont tant dérangé dans cette crise a révélé que le docteur Colin Smith ne travaillait pas vraiment à l'urgence de l'hôpital d'Elmhurst. Sa biographie indique qu'elle dirige un programme de simulation et d'éducation médicale. Que signifie cette expression? Ça ressemble à ce que nous appelons de nos jours de la communication sociale. C'est ce que nous appelions autrefois tout simplement de la propagande. Les journalistes citoyens ont filmé l'entrée de l'hôpital dès le lendemain de la nouvelle. La longue file d'attente pour les tests de la COVID avait disparu. Je me demande si l'affaire des camions morgues n'était pas une fake news, un montage médiatique comparable à l'histoire des incubateurs de la première guerre d'Irak en 1990. À cette époque, les médias avaient fait croire que les méchants soldats irakiens du terrible dictateur Saddam Hussein avaient saisi les incubateurs d'un hôpital du Koweït pour les amener à Bagdad en laissant les pauvres bébés par terre. Une femme en pleurs avait raconté l'événement à la télévision américaine. La nouvelle avait été reprise par les médias plusieurs fois par jour pendant plus d'une semaine. Les sondages ont montré que cette information avait retourné l'opinion publique américaine en faveur de l'intervention militaire. Un an plus tard, les journalistes ont découvert que les fameux incubateurs étaient toujours restés dans l'hôpital koweïtien. Cette histoire d'horreur avait été montée par une compagnie de publicité américaine qui travaillait pour le gouvernement koweïtien en exil. La femme qui prétendait avoir vu l'événement était en réalité la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Elle n'avait pas mis les pieds dans son pays depuis 3 ans. L'opération de propagande avait réussi, les Américains avaient gagné la guerre, personne n'a été sanctionné pour ce mensonge d'État. Quoi qu'il en soit, les fameux camions morgues n'ont jamais servi ni à New York ni au Québec, car il semble que l'on ait également installé des morgues temporaires à l'hôpital Laval de Québec et à l'Hôtel-Dieu de Lévis. D'où venaient ces camions? On ne les avait sûrement pas construits pour l'occasion. C'étaient probablement des conteneurs réfrigérés qui servent à livrer la nourriture dans les cafétérias. Quant aux hôpitaux de campagne que l'on a installés un peu partout en prévision du grand nombre de malades attendus, avez-vous remarqué qu'ils étaient toujours vides sur les photos? Celui de Central Park à New York comptait 3000 lits. Il n'a accueilli que 191 malades et sans qu'on ait à déplorer aucun décès. Le président Emmanuel Macron a dit que la France était en guerre contre un ennemi invisible. Le traitement médiatique de la crise ressemblait effectivement à de la propagande de guerre. Quant au coronavirus, il était bien invisible. Au temps de la grippe espagnole, la plupart des Québécois ont perdu l'un de leurs proches. Personne ne se demandait si la pandémie était réelle ou imaginaire. Mais dans le cas de la COVID-19, ce que l'on voyait sur le terrain ne correspondait en rien à ce que l'on entendait à la télévision. Un grain de sable peut suffire à bloquer un engrenage. Dans l'affaire COVID-19, le grain de sable aurait été le professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut des maladies infectieuses de Marseille. C'est une sommité mondiale en infectiologie. Dès le début, il minimisait la gravité de la COVID-19. Il n'a pas critiqué le grand confinement. Lorsqu'on l'interroge sur l'utilité de cette mesure, il tergiverse un peu, mais on sent qu'il la trouvait excessive. Didier Raoult a fait mieux que de critiquer les autorités publiques. Il a proposé une solution,
un médicament déjà connu qui guérissait la maladie en quelques jours, la chloroquine. Plus besoin de vaccin, la manœuvre de Big Pharma tombait à l'eau. Raoult a été vilipendé par la presse du monde entier. Le ministère français de la Santé a interdit l'usage de la chloroquine en dehors des hôpitaux. Ce médicament, que l'on utilise depuis longtemps contre le paludisme, avait pourtant prouvé son efficacité contre la COVID-19 en Chine. L'équipe de Didier Raoult l'a néanmoins prescrit à 4000 patients à Marseille avec beaucoup de succès. On l'a également employé au Nouveau-Brunswick, mais Santé Canada l'a ensuite interdit. Les Néo-Brunswickois qui avaient pris de la chloroquine avaient pourtant tous été guéris de la maladie et ils n'avaient ressenti aucun effet secondaire. Le 22 mai 2020, la prestigieuse revue médicale britannique de Lancet publie un article qui prétend que la chloroquine est inefficace et dangereuse. L'OMS recommande immédiatement de ne plus faire de recherches sur la chloroquine. La France ordonne l'arrêt des recherches. Mais l'article du Lancet est sévèrement critiqué dans les milieux scientifiques. Le journal londonien The Guardian révèle qu'il a été rédigé par une entreprise américaine, Surgisphere. Cette firme n'existait que depuis un mois. Parmi ses 6 employés, il y avait un écrivain de science-fiction et un mannequin porno. The Lancet a rétracté l'article dès le 4 juin. L'OMS a levé l'interdiction de recherche. Depuis lors, les médias sont beaucoup plus polis avec le Dr Raoult. L'affaire du Lancetgate prouve que les milieux de la recherche médicale peuvent être carrément malhonnêtes lorsque des intérêts financiers sont en jeu. 6 des 8 membres du conseil scientifique du président Macron ont reçu près de 500 000 € de l'industrie pharmaceutique dans les dernières années. Didier Raoult était l'un des 2 seuls membres qui n'avaient rien reçu. L'infectiologue Karine Lacombe est une adversaire acharnée du Dr Raoult. Elle est rémunérée par 2 compagnies pharmaceutiques qui proposent des médicaments concurrents à la chloroquine, mais plus coûteux. Didier Raoult a démissionné du conseil scientifique du président Macron en disant qu'il était le seul scientifique à s'y trouver, les autres n'étant que des politiques. Que voulait-elle dire? Les autres conseillers scientifiques du président ont évidemment une formation scientifique, mais ce ne sont plus des scientifiques au sens qu'ils ne s'intéressent plus à la vérité scientifique. Ce sont des politiques, c'est-à-dire des fonctionnaires, qui se préoccupent d'abord de la communication publique. Ils gardent toujours un œil sur leur progression de carrière. Leur but est d'obtenir des postes hautement lucratifs dans l'entreprise privée. Illustrons le phénomène par un exemple québécois. Notre cher directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, surnommé la tartelette dansante. Le 29 janvier 2020, le Dr Arruda affirmait en entrevue que le port du masque dans la communauté était inutile. Le 12 mai, le même Dr Arruda recommandait fortement de porter le masque en toutes circonstances. Aucune étude scientifique ne peut justifier un tel changement de discours. En bon fonctionnaire, le Dr Arruda a suivi la ligne du parti, celle de son patron François Legault, qui obéit lui-même à des supérieurs inconnus. En dehors du milieu hospitalier, le port du masque ne sert qu'à renforcer visuellement le sentiment de peur que l'on veut répandre dans la population. Le déconfinement graduel n'est pas plus scientifique. Ou bien l'épidémie est terminée, ou bien elle ne l'est pas. Si elle est terminée, on peut déconfiner d'un seul coup. Quant à la menace d'une deuxième vague, c'est de la science-fiction, nous dit le professeur Raoult. Un même virus ne revient jamais 2 fois sous la même forme. Cela ne s'est vu que dans le cas de la grippe espagnole, mais c'était très exceptionnel. D'autres scientifiques vont dans le même sens. Les faits semblent leur donner raison. Mais la grande presse agite encore la menace d'un retour du coronavirus en Chine, avatar moderne du péril jaune, à beau mentir qui vient de loin. En guise de conclusion, nous pouvons dire que la pandémie de la COVID-19 était réelle, mais que sa dangerosité a été volontairement exagérée pour des raisons politico-économiques. Il fallait certes prendre des mesures pour protéger les personnes à risque, essentiellement les personnes âgées, mais il n'était pas nécessaire de réduire au chômage la population en bonne santé. Le but du grand confinement était sans doute de camoufler le caractère bénin de la pandémie. Les autorités publiques pourront facilement dire que leurs mesures drastiques auront permis d'éviter un désastre. Dans les prochaines années, les compagnies pharmaceutiques obtiendront tout ce qu'elles voudront des gouvernements.
Le grand confinement aurait-il également visé d'autres objectifs, au-delà des seuls intérêts financiers de l'industrie pharmaceutique? Surendetter les gouvernements? Renforcer le contrôle des masses? Jeter les bases d'un gouvernement mondial effectif? C'est possible, l'avenir nous le dira. Chose certaine, l'escroquerie sanitaire du XXIe siècle aura dévoilé au grand jour la nature profondément totalitaire de notre monde, soi-disant libre et démocratique. Mes salutations patriotiques.